Mon nom est Nancy Burrows. Je me présente, je vais être votre animatrice. Je suis chargée d'éducation, chargée de programme en éducation à la citoyenneté mondiale à l'ACOSI, qui est l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Et ça me fait plaisir d'animer cette session. Donc, dans le fond, nous allons avoir dans cette session traiter des questions de dimension de l'accompagnement dans le développement d'un leadership transformatif. Nous allons traiter regard croisé sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et les tendances au Cameroun pour une nouvelle citoyenneté. Bon, vous savez, vous avez entendu, la session sera enregistrée, donc on va pouvoir le réécouter par la suite. Le déroulement de l'atelier, c'est que nous allons avoir donc 3 présentations de 10-12 minutes et après ça, nous allons engager la discussion et les échanges entre les panélistes avec la salle. Alors, gênez-vous pas de mettre vos questions dans le clavardage et à la fin aussi, si jamais dans la période de questions, si pour une raison ou autre le clavardage ne marche pas ou vous voulez intervenir, on peut, avec des réactions, on peut lever la main. Mais on verra ça en temps et lieu. On va commencer par les 3 panélistes de cette session, Citoyenneté mondiale et démocratie. Alors, on va commencer avec Marquis Bureau, qui est doctorant en recherche interdisciplinaire en enjeux sociaux contemporains et il est aussi professeur à temps partiel à l'Université Saint-Paul au Canada, à l'École de counseling de psychothérapie et spiritualité et l'École d'études et de conflits. Alors, Marquis Bureau va nous présenter la dimension de l'accompagnement dans le développement de leadership transformatif. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Et ça me fait plaisir de vous présenter. Hein. C'est une présentation éclair. J'ai pris des morceaux de ce qui m'intéresse, ce qui me passionne en ce moment et j'ai voulu faire un lien naturellement avec la citoyenneté et la démocratie. Donc, oui, je suis tout nouveau doctorant à partir du mois de... J'ai commencé en septembre l'année dernière. Et la recherche interdisciplinaire, on veut travailler avec plus d'une discipline, justement, quand on fait face à un problème complexe, un problème qui est non résolu et puis qui nécessite naturellement plus d'une discipline. Et moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est toute la notion de la qualité de l'accompagnement envers les gens qui, justement, sont responsables d'aider. Je dis que j'aide les aidants. C'est un petit peu le sujet qui m'intéresse. Et aujourd'hui, on va parler de leadership, mais aussi de situer le tout dans le contexte de l'atelier. Je voulais quand même vous partager un côté biaisé de ma part, c'est que je pourrais même dire que j'enseigne qui je suis et que finalement, on ne sait que ce que l'on est. Et c'est déjà biaisé à voir que naturellement, ce qui m'intéresse, moi, c'est un terme qui n'existe pas en français, mais que j'utilise, c'est l'être-té. Donc, qui est derrière cet agent de changement? Qui est derrière cette personne qui accompagne? Et qui est cette personne qui accompagne aussi? Donc, on entend souvent parler de toutes sortes de belles idées, de beaux concepts, de belles théories. Et qu'est-ce qu'il nous faut à l'intérieur de nous? Donc, ce que je souhaite faire éventuellement, c'est continuer à contribuer au développement d'une littératie de la transformation de l'individu et de l'organisation. Donc, quand j'ai repensé là, les sujets qui m'intéressent avec le thème de l'atelier, je me suis dit, quand je pensais au mot citoyenneté mondiale, je me suis dit, est-ce qu'on vit une crise de citoyenneté ou bien est-ce que nous avons plutôt des citoyens en crise? Et c'est certain que c'est probablement un petit peu des deux. Par rapport à la démocratie, l'autre réflexion que je me faisais, c'est que la démocratie, ce n'est pas uniquement quelque chose qui est bon pour le gouvernement, mais comme on a entendu aujourd'hui aussi ce matin, c'est qu'elle doit être approfondie dans tous les domaines de la vie sociale. Donc, la présentation va être, il y a 3 thèmes. Je vais aborder les défis, certains défis du 21e siècle que j'ai appelé « Danser avec le chaos ». Et je vais m'inspirer en particulier d'une théorie d'un
un philosophe sociologue, Helmut Rosa, qui parle d'aliénation, d'accélération et de résonance. Ensuite, bien, la transformation sociale, et vous voyez que ce qui m'intéresse, c'est la transformation sociale par les transformations personnelles. Donc, de vivre avec le changement, puis de reconnaître la transition à l'intérieur de soi. Et le leadership transformatif, c'est plus au niveau d'un moyen. Donc, comment on peut accompagner les individus. Ça, c'est des sujets qui m'intéressent. Naturellement, ça va tout être intégré à un certain moment donné. Aujourd'hui, comme je vous disais, c'est des morceaux. Donc, selon Rosa, ce qui caractérise beaucoup le 21e siècle, c'est ce qu'il appelle l'accélération sociale. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau social, puis il a identifié 3 dimensions. La dimension de l'innovation technique, et ça, je pense que c'est toute la notion de compression de l'espace, la nécessaire accélération de l'ensemble des comportements économiques. Donc, tout se fait de plus en plus avec une vitesse et on va revenir au rythme aussi. Donc, il y a quelque chose qui se passe du côté de notre rapport avec la technologie qui a aussi un impact sur l'accélération du changement social et un changement de la société affectant la politique, l'art, la science, les relations professionnelles, comme la vie domestique et l'éthique. Donc, cette accélération-là, on la vit, on la ressent, on conjugue avec elle au quotidien. Même si pendant la pandémie, il y a eu, comme au début, un certain ralentissement, là, on sent déjà qu'il y a déjà un genre de mouvement là, pour commencer et retourner et goûter davantage à cette accélération-là, qui a définitivement un impact sur le rythme de la vie, donc qui veut dire qu'on vit beaucoup dans un sentiment d'urgence, de pression temporelle. Les gens manquent de temps, on entend beaucoup parler de stress, etc., etc. J'imagine que si on lisait ça à une autre époque, probablement qu'on aurait tous été institutionnalisés, mais ça fait partie de notre quotidien en ce moment. Ce que, naturellement, on pourrait penser qu'avec l'accélération, on devrait ralentir. Mais ce que Rosa présente, c'est pas une question de ralentir, c'est pas une question de faire moins, mais plutôt de faire différemment. Donc, en d'autres mots, d'entrer dans ce qu'il appelle de danser avec le chaos et d'entrer dans la résonance. Puis il définit la résonance comme un rapport cognitif, affectif, corporel. Donc, on revoit l'intégralité ici de la personne dans lequel le sujet, d'une part, est touché et il répond. Donc, il y a cette notion qu'on est touché, mais en même temps, on doit être en mesure d'être capable de répondre. Hein. C'est comme si la vie, je dirais, nous envoie une invitation. Et qu'est-ce que je fais avec cette invitation-là et comment je peux l'intégrer? Il caractérise aussi 2 types de résonance. Il y en a un qui se fait par rapport à l'ouverture au monde et l'autre par rapport à notre pouvoir de pouvoir agir. Et c'est là, naturellement, là, que l'intériorité va jouer tout un rôle assez important sur notre capacité de recevoir tout ce qui nous est donné. Donc, la résonance vient avec le sentiment d'être porté et non jeté dans le monde, de l'éprouver comme responsif, attrayant et non comme répulsif ou dangereux. Et on sait que quand on regarde autour de nous, on en a beaucoup entendu parler cette semaine pendant le symposium, bien, il y a plusieurs paradigmes qui sont dans la peur, hein, qui sont dans on vit des dangers, on est dans une menace et tout ça est très dangereux. Et ici, c'est une question de comment je peux répondre pour être créatif avec ce qui se passe et non nécessairement réactif. Donc, naturellement, et ça ici, il n'y a rien de nouveau, hein, comme on dit, sous le soleil, c'est de faire justement la distinction entre le changement et la transition. Donc, le changement, c'est quelque chose qui se vit à l'extérieur de soi. Il peut être choisi ou imposé. Puis naturellement, s'il est choisi ou imposé, ça a un impact quand même assez direct sur le développement, sur la personne comme telle. Donc, quand le changement est imposé, hein, quand on parle d'abandon, de deuil, de maladie, d'accident, versus quand... donc, ça va influencer naturellement le type d'accompagnement, mais aussi ça va influencer aussi de la façon que la personne va réagir au changement.
Et finalement, ce n'est pas toujours une question de, et ça c'est connu aussi, là, le modèle de William Bridges, c'est de reconnaître que la transition, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur de soi. Donc, cette accélération-là, cette résonance, c'est quelque chose qui, principalement, nous met dans un état pratiquement constant de transition. On est toujours en mouvement. La transition, hein, comme c'est écrit ici, on parle d'un passage obligé vers l'acceptation. Et ça, c'est beau à dire, de dire, ah oui, hein, je dois cheminer vers l'acceptation, de l'être capable de le faire et de l'être en mesure de le faire, et de là à être accompagné par quelqu'un qui est en mesure aussi de faciliter ce genre d'acceptation-là, ben, ça devient important. Donc, c'est une porte tournante, hein, la transition entre ce que j'étais, je suis et ce que je cherche à devenir. Et c'est là que la qualité de l'accompagnement, naturellement, prend tout un sens, mais aussi la transition, c'est que ça nous amène vers un nouveau niveau de conscience. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la chanson que Gina avait choisie, hein. Conscience, il y a le mot « con » et le mot « science », mais ensemble, ça fait conscience en notre mot. C'est une façon d'être différemment. Donc, la transition, c'est un processus interne, psychologique et subjectif. Puis habituellement, on a tendance à toujours parler de ce qui se passe à l'extérieur de soi. C'est comme si on se préoccupait beaucoup de la météo et qu'on blâmait la météo pour ce qui se passait à l'intérieur de moi. C'est un petit peu des deux, mais ici, on s'invite à aller un petit peu plus à l'intérieur de soi. Et de la il reste 2 minutes. Ça va? Excellent, merci. De la façon qu'on fait ça, c'est que ce que je suis en train d'explorer, c'est la notion du leadership transformatif. Et le leadership transformatif, c'est justement un modèle intégrateur, donc qui tient en compte toutes les dimensions d'une personne, d'un individu, et qui génère justement, et c'est très complémentaire avec tout ce qu'on a entendu cette semaine, une culture de collaboration fondée sur des valeurs morales, des principes éthiques, des preuves scientifiques partagées, et c'est motivé par la recherche de la vérité et de solutions mutuelles. Donc, on voit que c'est un leadership qui, par rapport aux enjeux sociaux, à l'accélération de la résonance, qui est compatible, et naturellement, un des moyens de développer le leadership que j'explore aussi en ce moment, c'est toute la notion du coaching. Donc ça, je fais du coaching, ça fait quand même plusieurs années, mais c'est de l'intégrer réellement dans un plus grand cadre pour permettre à la personne, si je pouvais résumer ainsi, de danser avec le chaos. Merci beaucoup. Merci, Marquis. Alors, du leadership transformatif, nous passons à l'éducation à la citoyenneté mondiale et j'inviterai Myriam Radouane à prendre la parole. Elle est postdoctorante au sein de l'équipe de recherche en dimension internationale de l'éducation à l'Université de Genève et elle va nous parler de regards croisés sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. Myriam? C'est ça, merci beaucoup pour la présentation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, parce que la recherche que je vais vous présenter est en cours d'être publiée, je ne vais pas vous présenter de PowerPoint avec des données dessus. Et puis, je vais donc vous présenter une recherche qui nous a permis de croiser des regards sur le concept d'éducation à la citoyenneté mondiale et même plus précisément sur le concept de citoyenneté mondiale. Peut-être qu'avant d'entrer dans cette recherche, je tenais juste à contextualiser la citoyenneté mondiale, qui est donc un thème qu'on qualifie encore d'émergent, quand bien même on le retrouve dans de nombreux travaux qui ont quand même déjà plusieurs années. Et donc qualifié de thème émergent, porté au niveau international essentiellement par l'UNESCO. On l'appelait dans la recherche menée avec des collègues organisation mère du concept, parce que l'UNESCO a établi des cadres et typiquement l'UNESCO explique que la citoyenneté mondiale permet d'insérer différents thèmes de formation dans les programmes de formation des apprenants, comme le thème de la justice sociale, du respect de la diversité, du développement de l'esprit critique, de la promotion de l'égalité et la compréhension des enjeux mondiaux. C'est quelque chose d'assez important.
dans ce développement du concept de citoyenneté mondiale. Et aussi, ce qui paraît important dans ce concept, c'est la question des interdépendances entre les différents niveaux d'appartenance des individus. Là, c'est juste, voilà, c'est quelques mots très brefs, évidemment absolument incomplets sur la citoyenneté mondiale, mais pour contextualiser brièvement. Ensuite, ce qu'on a également mis en évidence avant de se lancer dans cette recherche, c'est le fait que dans les 2 pays où nous avons mené cette recherche, et dans d'ailleurs de nombreux autres pays, avant que la citoyenneté mondiale soit développée ou soit en cours de développement ou commence à apparaître, ou d'ailleurs ne soit pas encore développée du tout, il existait l'éducation civique ou l'éducation à la citoyenneté. Alors pareil, ici, sans rentrer vraiment dans le détail, un tableau développé par le professeur Akari permettait de faire la distinction entre ce qui répondait de l'éducation civique ou de l'éducation à la citoyenneté et ce qui faisait plutôt écho à la citoyenneté mondiale afin de pouvoir comparer et identifier les changements de paradigme en termes de citoyenneté. Par exemple, côté éducation civique, éducation à la citoyenneté, on fait plutôt écho à l'État-nation, tandis que côté citoyenneté mondiale, on va plutôt faire écho au monde comme contexte de développement de la citoyenneté. Un des objectifs d'apprentissage, par exemple, dans l'éducation civique ou l'éducation à la citoyenneté, c'est la connaissance des institutions. Par exemple, dans le programme français, on doit apprendre ce qu'est l'Assemblée nationale, comment fonctionne le mandat d'un député, par exemple. Et donc, il y a toute cette dimension connaissance des institutions qui apparaît, alors que ça va être d'autres thématiques plus globales qui vont apparaître dans les programmes de citoyenneté mondiale, comme le développement durable, le vivre ensemble, la solidarité nord-sud et les compétences pour vivre dans un monde divers. Ce qui est important de dire, c'est que là, je vous présente quelque chose comme si c'était totalement dichotomique, comme s'il y avait l'éducation civique d'un côté, l'éducation à la citoyenneté mondiale. Ce que différents auteurs ont pu aussi mettre en évidence, c'est qu'il y a des possibilités d'interaction entre ces différents niveaux, ces différentes conceptions de la citoyenneté. Et puis, il y a des interdépendances entre les niveaux de citoyenneté. Des auteurs ont mis en évidence le fait que le rattachement à l'État-nation n'empêche pas le développement de la citoyenneté mondiale. Et donc, c'est des choses à devoir penser ensemble. Ensuite, de nombreux auteurs, et là, je ne vais pas tous les citer, mais je pense par exemple à Andreotti, Goren et Yemini, qui ont travaillé sur ces questions de la citoyenneté mondiale, ont identifié différents enjeux. Et le premier étant, par exemple, que définir le concept de citoyenneté mondiale et les orientations du concept ou les paradigmes dans lesquels s'inscrit le concept est quelque chose d'assez ardu dans le sens où il peut y avoir une variété de définitions, une variété d'orientations et une variété de paradigmes sous-jacents. Une orientation plutôt libérale, plutôt critique. Voilà, donc déjà, juste en termes de définition d'un concept qui a une portée mondiale, on voit qu'il y a une diversité sous-jacente assez importante. Ensuite, d'autres recherches ont mis en évidence le rapport des enseignants aux enjeux de citoyenneté ou même la formation des enseignants. Afin de développer un concept comme la citoyenneté mondiale, connaître le rapport des enseignants, connaître la manière dont ils vont être formés à la question de la citoyenneté, leur rapport à ce concept de citoyenneté mondiale va donc être important. Une recherche a également montré l'importance d'interroger le rapport au national, c'est-à-dire le rapport à l'État-nation, pour ensuite essayer de comprendre comment les enseignants vont développer ou non leur rapport à la question de la citoyenneté mondiale. Et puis, un enjeu qui a également été soulevé, c'est comment après on évalue les compétences qui se rapportent à la citoyenneté mondiale. Comme par exemple ce que j'expliquais, les compétences pour vivre ensemble, les compétences liées au développement durable. Comment va-t-on évaluer ces compétences-là? Voilà, ça c'était juste pour poser un cadre. Maintenant, je vais vous présenter cette étude. Donc, il faut savoir que c'est une étude que je vous présente aujourd'hui, mais qui a été menée par le professeur Akari, Assem Temirova, qui est membre de l'équipe de recherche en dimension internationale de l'éducation également, et moi-même. Nous avons mené une étude comparative entre le Kazakhstan et la Suisse. Nous avons donc identifié ces deux concepts, divers culturellement. Il y a une forte diversité interne et externe en Suisse, une forte diversité interne au Kazakhstan de par la constitution du pays. Et un autre point commun des deux pays, c'est qu'il y a très peu d'études empiriques sur les questions de citoyenneté mondiale dans les deux contextes de cette étude.
Nous avons donc procédé par questionnaire auprès d'enseignants en formation, en leur posant notamment des questions sur la connaissance du concept de citoyenneté mondiale, des questions sur les valeurs et les compétences qu'ils attachent au concept, et puis sur les relations qu'ils tissent entre citoyenneté mondiale et citoyenneté nationale. Le questionnaire nous a permis de faire plusieurs choses, des analyses lexicométriques, donc de comparer les termes qu'ils utilisaient. Par exemple, quand on leur a demandé de citer les valeurs qu'ils attachent au concept de citoyenneté mondiale, on a pu faire une analyse en termes de mots utilisés, des analyses de contenu pour les réponses ouvertes et puis des analyses statistiques pour toutes les questions à échelle. Pour les résultats de cette étude, donc ce qu'on a pu constater, un premier constat général dans les deux contextes, c'est qu'il y a peu de connaissances du concept. Alors peu, bon, on pourrait dire peu ou beaucoup en fait, parce qu'il y a un étudiant sur deux quasiment dans les deux contextes qui n'ont jamais entendu parler du mot citoyenneté mondiale. Et alors, j'ai donné un cours ce matin. Alors moi, je suis sur un autre fuseau horaire et donc ce matin, je donnais cours et j'ai posé la même question parce que je pensais à cette présentation de cet après-midi. Et j'étais encore dans un cours où aucun étudiant n'avait entendu parler du concept de citoyenneté mondiale. Donc là, on constate qu'il y a un travail de diffusion du concept. Et alors, excusez-moi, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais oui, c'était juste avant. Le questionnaire a été envoyé à des futurs enseignants en formation. Et donc, parmi ces futurs enseignants, c'est important de se dire que si ces enseignants deviennent des passeurs du concept, que c'est grâce à eux que la citoyenneté mondiale va être introduite dans les classes et que les élèves vont être formés à cette question de citoyenneté mondiale, alors il est nécessaire de diffuser le concept et de le rendre accessible aux futurs enseignants. Ce qu'on a constaté également, c'est que le lieu de découverte du concept, en Suisse, la plupart du temps, c'est dans un milieu éducatif, généralement à l'université et des fois dans les institutions secondaires 2, donc juste avant l'entrée à l'université. Pour le Kazakhstan, il y a également eu les réseaux sociaux qui sont apparus, ce qui n'apparaissait que très peu ou pas du tout en Suisse. Une réponse seulement a mentionné une chanson. Ce qui était intéressant aussi, c'est que, d'ailleurs, c'est ressorti également ce matin quand j'ai posé la question, c'est que, en fait, la citoyenneté mondiale pourrait être quelque chose aussi qui se passe et qui se transmet à travers l'art. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement minoritaire dans le corpus de réponses, mais qui donne un indice sur une manière de diffuser un concept auprès des étudiants. Ensuite, on a demandé aux étudiants d'identifier les enjeux qu'ils associent au concept de citoyenneté mondiale. Et là, on constate que les termes utilisés au Kazakhstan et en Suisse sont particulièrement différents. En Suisse, les étudiants, quand on leur demande les 3 mots, par exemple, qui leur viennent à l'esprit quand ils pensent au concept de citoyenneté mondiale, ils vont dire majoritairement la question du droit, du respect et de l'équité. Au Kazakhstan, les étudiants vont plutôt répondre monde, liberté, voyage et passeport. Myriam, juste pour dire, il reste 2 minutes. Oui, ça va? Ok, parfait. Merci beaucoup. Ce qui est important ici, c'est qu'on constate que ce qui ressort de la citoyenneté mondiale pour les étudiants suisses et pour les étudiants au Kazakhstan n'est pas du même ressort. On voit que la citoyenneté mondiale n'est alors pas définie de la même manière et qu'en fonction du contexte, en fonction de ce que peut vouloir dire être citoyen du monde en Suisse, où typiquement le voyage est facilité avec un passeport suisse, et pas qu'il n'est pas facilité, mais il y a besoin de plus de visa, par exemple, avec un passeport du Kazakhstan, et ben on va avoir une différence de conception de ce qu'est être citoyen du monde et de son sentiment, je ne sais pas si on peut tellement le dire comme ça, mais de possibilité d'être dans le monde, voilà, et de se mouvoir dans le monde. Ensuite, on a comparé l'importance accordée à la citoyenneté mondiale ou nationale. En Suisse, on voit que les étudiants accordent plus d'importance à la citoyenneté mondiale que nationale. Mais le constat il est un tout petit peu plus mitigé au Kazakhstan. Il faut dire que beaucoup d'étudiants ne se prononcent pas. Il n'y a pas du tout de position en faveur d'une citoyenneté nationale, mais des étudiants ne se prononcent pas et expliquent qu'ils ne connaissent pas assez le concept pour pouvoir se prononcer. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces réponses, parmi les personnes, par exemple, qui m'ont répondu que c'était la citoyenneté nationale qui était la plus importante, c'est qu'il
Je pense qu'en tant que formateur d'enseignants, il est important de prendre en compte ce rapport à la citoyenneté nationale et notamment un des résultats sur lequel je vais donc conclure est l'importance de comprendre les résistances. La citoyenneté mondiale, d'une part, de par les valeurs qu'elle véhicule, nécessite de prendre en compte les résistances et de prendre en compte le point de départ, la posture des futurs enseignants, la manière dont ils vont comprendre et appréhender ce concept et ce que ça peut provoquer. Est-ce que pour certains, c'est une remise en question de leur identité, auquel cas il est important d'expliquer le concept et de la manière dont ils peuvent faire des transitions entre les identités. Et donc, partir du point de départ ici des étudiants, voilà, au regard de ces résultats, me semble nécessaire pour développer des formations dans le domaine de la citoyenneté mondiale. Et si on s'intéresse sur ces questions, c'est que dans le contexte dans lequel nous travaillons, le concept de citoyenneté mondiale n'est pas encore très présent, disons, dans la formation des enseignants. Voilà. Et donc, je vais conclure là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Myriam. Nancy, ton micro. Oui, ce serait bien si mon micro était allumé, effectivement. Alors, nous allons passer maintenant au Cameroun. Merci, Patrick. Donc, avec la présentation de Jacques-Philippe Tsala, qui est professeur de l'Université de Yaoundé, qui va nous parler des tendances au Cameroun pour une nouvelle citoyenneté. Et effectivement, Jacques-Philippe, si vous voulez partager l'écran puis passer les diapos, je vais aussi juste indiquer aux personnes participantes que la présentation PowerPoint de M. Tsala est disponible dans la section de cet atelier ici sur le site web si vous voulez aussi y avoir accès. Alors, Jean-Philippe. Bien, merci. J'espère que vous m'entendez. Ça va. Oui, voilà. C'est vrai que je n'ai que 12 minutes, mais j'ai quand même le temps de remercier tous mes amis qui m'ont invité à cette rencontre malgré la distance. Le thème m'a intéressé parce que je me suis toujours demandé comment on était citoyen au Cameroun. Et pour répondre à cette question, je voudrais commencer par un certain nombre de considérations, à savoir que dans la plupart des États subsahariens, notamment francophones, on a connu une histoire sociopolitique assez particulière, notamment avec la colonisation qui a essayé d'organiser la société dans une perspective tout à fait particulière, qui n'a pas tellement insisté sur les particularismes culturels. Et le Cameroun est un exemple parlant de cet état de fait, puisque c'est d'abord un pays extrêmement divers et varié à tous les points de vue. Et c'est un pays où on retrouve à peu près tout ce qu'on a en Afrique. C'est pour ça qu'on a parlé d'un microcosme de l'Afrique. Donc, je voudrais que mon intervention permette de montrer comment, compte tenu de son histoire, de ses cultures particulières, comment le Camerounais parvient ou non à se construire une citoyenneté qui soit lisible au regard de la conception commune, bien entendu, qu'on pourrait s'en faire aujourd'hui. J'ai 3-4 moments, à savoir d'abord le défi de la diversité, ensuite la construction administrative, politique et idéologique de l'État, troisième point, l'émergence d'une nouvelle citoyenneté, et enfin, les limites du processus citoyen au Cameroun. En ce qui concerne la diversité de ce pays si particulier, je note d'abord que le Cameroun est situé en Afrique centrale, au fond du golfe de Guinée. Il est limité au nord par le Tchad, à l'est par la République centrafricaine, au sud par le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, et à l'ouest par le Grand Nigeria. Population 27 millions d'habitants, 240 ethnies réparties en 3 grands groupes, 240 langues nationales, mais nous avons
en commun avec le Canada, en l'occurrence, d'avoir comme langue officielle le français, 70% des locuteurs, et l'anglais, 30%, même si le bilinguisme est de règle théoriquement pour tout le monde. Et du point de vue religieux, 70% de chrétiens situés généralement dans le sud, 18% de musulmans au nord, et puis 3% de diverses religions traditionnelles, etc. Vous allez voir sur le PowerPoint les cartes qui montrent très bien tout ceci. Le deuxième mouvement, c'est la construction de l'État du Cameroun. Et pour la comprendre, il faut des jalons historiques qui permettent de voir comment on en est arrivé des indépendances dans les années 60 à aujourd'hui. C'est qu'effectivement, après avoir été une colonie allemande depuis 1881, à la fin de la Première Guerre mondiale, le Cameroun est devenu une possession sous tutelle de la SDN, de la Société des Nations, qu'on a divisé qu'on a partagé entre les Français et les Anglais, la Grande-Bretagne. Et en 1960, il y a eu l'indépendance, notamment de la partie occidentale, donc francophone. Et en 61, le 11 février, il y a eu un référendum qui a fait en sorte que nous construisions un État fédéral avec deux systèmes tout à fait différents, un système anglophone et un système francophone. J'insiste là-dessus parce qu'en ce moment, on a des mouvements sécessionnistes de ceux qui veulent une autonomie du pays, de la partie anglophone. Et le 1er octobre, il y a donc cette République fédérale qui a essayé de conserver les particularismes des deux côtés. Ça a marché plus ou moins jusqu'à ce que de manière plus ou moins autoritaire, on décide avec l'avènement d'un parti devenu unique, ou plutôt ils l'ont appelé parti unifié, de créer la République unie du Cameroun, et ce qui a mis fin au fédéralisme. Alors, il se pourrait que ce processus ne se soit pas fait avec une très grande équité, dont à partir de là, un certain ressentiment qui ressurgit encore aujourd'hui. 1990, essai de multipartisme, ça a plus ou moins marché, si bien qu'aujourd'hui, il y a des velléités sécessionnistes qui font que il y a des revendications identitaires et sécessionnistes. Et en même temps, on a au nord un mouvement djihadiste, dont Boko Haram. Donc, en ce moment, le Cameroun a un peu mal à sa citoyenneté. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'actions ont été menées, notamment des actions et des discours politiques, avec, on peut l'observer, une véritable obsession sur le discours unitaire. On ne sait pas combien de fois on a entendu l'unité nationale, la nécessité de l'intégration, avec des modalités et des concepts toujours aussi importants que l'équilibre régional. Toutes les régions n'étant pas dotées de la même manière, il y a eu un certain nombre de politiques, politiques des quotas. Il y a même eu, à un moment donné, une réglementation qui donnait à chaque région une part en ce qui concerne les concours administratifs et même dans les grandes écoles. Ce qui montre que depuis les indépendances, le Cameroun se bat pour former une nation à laquelle s'identifieraient tous ses enfants. Mais si on part plus loin, en dehors du processus de la formation de l'État, la famille camerounaise elle-même est tiraillée entre la forme et les impératifs de la tradition et de la modernité citoyenne. Et ceci est encore caractérisé par, de fait, l'inégalité de genre, la domination des aînés sur les cadets. La vie familiale semble parfois primer sur celle de l'individu, avec un recours systématique à la famille qui assure davantage de protection, la propriété, la sécurité, la bénédiction, etc. Et la proposition de la modernité qui, en face, a un certain primat de l'individu sur la famille. Mais au-delà de ça, il y a la communauté à laquelle on appartient,
Elle peut être clanique, elle peut être ethnique, malgré les formes administratives et politiques de l'État. Et on remarque souvent qu'il y a des conflits entre les autorités administratives et les autorités traditionnelles, parfois des collusions qui marchent sur chacun de ces systèmes, et ce qui crée un certain malaise par rapport à la manière dont on peut se référer à son environnement et aux repères qui constitueraient la citoyenneté des uns et des autres. C'est le cas des chefferies qui est extrêmement ambigu. Je pense qu'on avons des chefferies de premier, de deuxième, de troisième degré, sans que tout cela soit défini de manière tout à fait claire. Ensuite, l'État a engagé une formation à la citoyenneté avec l'initiative depuis une quarantaine d'années de former les jeunes à la connaissance de l'État, des institutions. Ça s'appelait d'abord éducation civique, ensuite éducation à la citoyenneté. Mais au-delà de ce titre, les contenus sont parfois ambigus. Ce sont des contenus militants. À un moment donné, il s'agissait de, comme d'embrigader la jeunesse à adhérer au parti unique, sans que ce soit vraiment des connaissances neutres sur l'État, la nation et la citoyenneté. Ensuite, le cours a été supprimé et on a demandé aux enseignants d'histoire et de géographie de l'assurer, puisque les contenus n'étaient pas vraiment construits. Le Cameroun a quand même des symboles au-delà du drapeau, de l'hymne national. Le sport joue un rôle très important pour ceux qui s'intéressent au football. Nous avons des stars de l'équipe nationale qui sont plus connus que le président de la République. Tout le monde connaît Eto'o ou Mila à un moment donné. Mais on a l'impression qu'il y a des études qui ont été faites dessus, que l'équipe nationale de football joue un rôle extrêmement important dans l'identification mythique à la nation et que chacun s'y retrouve, même si on peut remarquer que les sélectionneurs fonctionnent comme si il fallait absolument que toutes les régions soient représentées, donc au-delà du talent. Et parfois, on surveille comme les gouvernements qui sont formés pour voir si tout le monde est représenté dans l'équipe nationale. C'est pour dire que le sentiment d'appartenance identitaire continue et résiste à toutes les formes modernes de l'État. Il vous resterait 2 minutes, Jean-Philippe. 2 minutes, bon, on va essayer de terminer. Alors, la religion joue un rôle important. Les leaders religieux sont toujours capables de mobiliser un certain nombre de personnes et les politiciens en tiennent compte et on s'occupe d'eux pour qu'ils fassent souvent le bon choix, si vous voulez, si vous voyez ce que je vais dire. Maintenant, il y a des limites à ce processus. Ces limites, c'est d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'insuffisance de la formation civique, parce que les contenus ne sont pas des contenus de connaissance et de formation en réalité. Et puis, il y a une corruption endémique qui fait que les Camerounais disent ailleurs qu'au Cameroun, on n'a droit à rien, mais on peut tout avoir dès lors qu'on peut se débrouiller. Il y a un autre côté qui me semble important, c'est une certaine gérontocratie. Nous avons un président de la République qui a aujourd'hui près de 88 ans, son entourage aussi. Donc, les jeunes peuvent avoir l'impression que l'État appartient à des gens beaucoup plus âgés et ils ne s'identifient pas à l'État tel qu'ils le vivent depuis qu'ils sont nés. Et puis, il y a le chômage et le mal-être des jeunes qui développent un certain sentiment d'exclusion, même si la jeunesse peut être instrumentalisée à des fins politiques ou politiciennes. Et puis le malaise anglophone actuellement, si vous êtes au courant de ce qui se passe au Cameroun, où il y a une revendication plutôt sécessionniste ou d'autonomie, eh bien cela montre que l'État a échoué, ça c'est clair, par rapport à l'intégration des uns et des autres. Et cela a suscité des velléités de sécession d'autres parties du pays. Donc, pour terminer, je voudrais tout simplement dire que au Cameroun, on se sent citoyen d'une manière vraiment particulière, même si on reste
attaché à des référents qui paraissent beaucoup plus sûrs et beaucoup plus sereins, mais qui ne sont pas nécessairement ceux de la modernité, puisque lorsqu'on voit par exemple les expressions des votes lorsqu'ils sont considérés comme tels, eh bien, les gens ont des réflexes qui sont des réflexes qu'on peut assimiler à des réflexes anthropologiques ou ethnicistes, ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore parvenus à un vécu citoyen qui mette tout le monde à égalité devant la nation. Voilà ce Merci, que je voulais dire merci. et je pense que vous avez l'essentiel Merci dans beaucoup. Voilà. Merci. Merci aux trois panélistes et peut-être juste dire qu'on a mis dans le clavardage donc le lien vers la présentation PowerPoint de Jacques-Philippe avec des images du Cameroun et tout ça qui nous donnent envie aux personnes qui ne sont pas en Afrique en ce moment de voyager. Je vais parler pour moi. Soyez les bienvenus. Oui, on a hâte de pouvoir le faire un jour. Alors maintenant, c'est la période de questions, discussions. Je vous inviterai, si vous avez des questions, à les mettre dans le clavardage et ça peut être des questions pour un des trois ou une des trois panélistes en particulier ou une question que vous aimeriez, une question plus transversale pour les trois. C'est intéressant parce que vous avez abordé vraiment des angles très différents de la citoyenneté mondiale, la démocratie, du personnel au national, à l'international. Beaucoup de mots qui revenaient, c'était intéressant, les enjeux de formation et de transformation, donc qui revenaient dans les trois présentations différentes. Et c'est intéressant de voir comment vous avez entre autres parlé des transformations nécessaires sur le plan personnel, mais aussi sur le plan à la fois évidemment par l'éducation plus formelle, par des profs vers une citoyenneté mondiale et aussi les enjeux par rapport à l'État-nation, par rapport à comment on se situe sur la planète, mais aussi dans nos réalités qui sont les pays dans lesquels on vit en ce moment. Il y a une première question de Mélanie Champoux qui est une question pour Myriam. Est-ce qu'il y avait des raisons spécifiques pour choisir le Kazakhstan et la Suisse? Donc, on pourrait commencer avec cette question-là. Je vous invite de vraiment mettre des questions dans le chat. Alors, merci Mélanie Champoux pour cette question. Bon, il y a une question pratico-pratique de collaboration avec une université au Kazakhstan qui fait que il y a eu des volontés de collaboration et donc la possibilité de faire cette recherche. Après, il me semble, mais ça, c'est pas quelque chose où je suis assez spécialiste pour vous dire, mais que pour le contexte du Kazakhstan, que dans les deux contextes, la question de la citoyenneté mondiale va se poser dans la mesure où il me semble que les universités au Kazakhstan tendent vers différentes formes d'internationalisation. Donc peut-être que il y aurait des liens ici. L'Université de Genève, je sais qu'elle est liée à des projets sur les SDGs, par exemple, qui va aussi retrouver des liens avec la citoyenneté mondiale. Donc, en fait, il y a des justifications dans les deux concepts, dans les deux contextes, pardon, parce que voilà, il y a des transformations au niveau soit universitaire ou dans les plans d'études des élèves. Par exemple, pour la Suisse, on voit que le plan d'études roman, donc la partie francophone, comprend des objectifs, des compétences visées qui ne sont pas appelées comme de la citoyenneté mondiale, mais qui rentrent totalement dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est un peu ces raisons qui peuvent nous pousser à regarder des deux côtés. Merci. Merci. Il y a une question. Jacques-Philippe, je crois, est parti. Oh, non, vous êtes là? C'est bon. Bon, il y a une question donc de Chantal Asselin. Est-ce que de comment négocier entre guillemets avec Boko Haram, fort complexe, mais j'ose croire que cela pourrait se faire par des personnes appliquant savoir-faire et disposant de certains savoirs. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Talat. Oui, vous savez, les mouvements djihadistes, notamment comme celui de Boko Haram, sont en réalité des nébuleuses dont on ne connaît pas exactement les formes et les obédiences, qu'il s'agisse au niveau national qu'international. C'est un mouvement qui est né au Nigeria et qui réclame une zone pour faire un califat. Et de temps en temps, il fait des excursions au Cameroun. Mais nous défendons nos frontières par rapport à ces incursions-là. Mais je ne sais pas comment
on peut négocier avec des radicaux qui ne veulent rien connaître de l'État, de l'éducation et pire encore de la formation. C'est une épreuve de force qui nous est imposée et je pense que jusqu'à présent, nous avons réussi à les maintenir. Et derrière cela, il y a des complicités internationales qui ne disent pas toujours leur nom. Parfois, c'est des mouvements qui sont instrumentalisés par des puissances que je préfère ne pas citer puisque c'est assez délicat. Mais nous sommes quand même conscients que ces gens qui ne fabriquent pas d'armes en ont quand même suffisamment pour terroriser les populations. Il y a quand même des gens qui les leur fournissent. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Merci. Il y a quelques commentaires, puis avant que je vais relancer pour une question, donc juste parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de suivre le clavardage en même temps, donc d'autres commentaires dans le clavardage, que c'est intéressant de prioriser, donc de Marina Grusselin, de prioriser la formation des enseignants aux éducations transformatrices. C'est intéressant d'analyser comment se fait l'intégration des ODD, donc les objectifs de développement durable, dans leur parcours de futurs enseignants. Fait que je dis ça, puis on verra si les panélistes veulent répondre tantôt. Aussi, à Mélanie Champoux qui dit à Marquis que votre présentation m'a fait penser au travail de thèse de Sylvie Laviolette sur la dimension spirituelle de la formation d'acteurs de changement. Fait que je ne sais pas si vous êtes au courant de ça ou des liens qui pourraient être faits. Et j'avais Paul Paul, est-ce que tu avais une question? J'ai invité Paul si jamais il y avait une question de relance que les trois panélistes on pourrait vous relancer. Alors, Paul, si tu veux prendre la parole. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Nancy. Tu peux fermer le micro, Gina? Oui. Voilà. On est dans une salle avec d'autres. Tu peux fermer le micro, Gina? Gina? OK, mais voilà. Je suis en train de communiquer avec Gina. Alors, voilà, au plaisir. Merci beaucoup, Myriam, Jacques-Philippe, Marquis. J'ai une question. La citoyenneté mondiale, j'ai joué le tennis récemment et le monsieur était excessivement gentil, on a bien sympathisé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais pas trop dévoiler. Bon, ben OK, recherche citoyenneté mondiale. Et il m'a dit, non, je n'ai pas envie de ça, moi. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est l'image, l'impression que la citoyenneté mondiale, c'est qu'on va quitter la citoyenneté nationale. Et puis, ma question se pose comme suit. Comment vous voyez la problématique de parler de citoyenneté mondiale pour régler nos questions mondiales, racisme, environnement, guerre, sexisme, tous ces gros problèmes qui nous affectent, infectent le monde entier? Dans le cadre national, où il y a beaucoup de résistance parce que les gens ne veulent pas peut-être s'ouvrir à une autocritique ou ils ne veulent pas non plus laisser partir. Et moi, je vois que c'est fluide, c'est s'engager avec l'environnement, s'engager pour battre la communauté locale. Donc, c'est ça la question. Et juste un petit point, Gina et moi, on a fait des projets avec l'APCE, le Centre l'Asie-Pacifique sur la compréhension mondiale. C'est une agence de l'UNESCO qui fait du travail sur les citoyennetés mondiales. Pendant 3-4 ans pour collecter, cueillir des ressources de langue française sur la citoyenneté mondiale. En gros, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a beaucoup sur la solidarité, les droits de la personne, coopération internationale, interculturalisme, justice sociale. Donc, le terme en soi, et ça c'est ma propre perspective, le terme est moins important que l'engagement, le travail, parce qu'on peut parler de l'antiracisme, multiculturalisme ou interculturalisme, mais il y a beaucoup de confusion. Mais le mot citoyenneté mondiale, ça semble bloquer beaucoup de gens. Et voilà, je vous le lance. Je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus. Merci. Merci. Donc, juste avant de relancer, ce que je vais faire, c'est que je vais lire les
des derniers commentaires, puis je vais redonner dans l'ordre là, à Marquis, Myriam et Jacques-Philippe la parole pour les derniers petits mots de la fin, si ça vous va. Donc, vous pouvez tenir compte des questions ou commentaires. Donc, la question de Paul, comment la citoyenneté mondiale peut aider à régler certains enjeux actuels, racisme, etc. Il y a Gina Tézé qui dit qu'avec ses 240 langues et ses 2 langues officielles, que peut dire le Cameroun au monde en ce qui concerne la dimension linguistique de citoyenneté mondiale? Effectivement, une question pertinente. Mélanie Champoux dit, parmi les participants à mes recherches, j'ai l'impression que plusieurs seraient plus à l'aise de parler de citoyenneté à l'humanité, car ils se méfient des élites politiques. Et un autre commentaire, la citoyenneté mondiale s'insère dans une éducation à la solidarité chez soi et son voisin qui vient peut-être d'ailleurs, comme s'ils sentaient que c'est une tentative de les coopter à des projets transnationaux aliénants. Donc, d'autres défis de l'utilisation de ce concept-là et l'importance de l'acceptation de l'autre. Alors, je vais donner donc à Marquis, est-ce que vous avez envie de répondre soit aux autres panélistes à ces questions-là dans des réflexions? Oui, bien, je vais prendre la balle au bon, comme on dit, avec la question de l'exemple que Paul a donné par rapport à un ami avec qui on est, qui, comme exemple, peut avoir une position très claire par rapport à la citoyenneté mondiale versus nationale, etc. Juste pour faire le lien que, pour moi, c'est l'exemple qui illustre exactement la nécessité de faire un cheminement intérieur et surtout de développer la conscience. Parce que la conscience, si j'ai la conscience comme ça, si je l'ai comme ça et je l'ai comme ceci, c'est certain que je suis capable d'en prendre davantage et de voir différemment. Donc, de s'imaginer une citoyenneté mondiale, ça demande un certain degré de conscience. Et je dirais qu'en plus, et ça touche un peu ce que Myriam nous partage aussi, ça demande un certain degré de vécu, hein, de demander à quelqu'un qui, et ce n'est pas toujours une question d'âge, hein, c'est une question d'expérience. Donc, cette combinaison de ce que je pourrais appeler de niveau de conscience, de ce qu'on appelle le développement vertical, au niveau de la conscience, avec le vécu, avec les expériences que j'ai, ce qu'on appelait aujourd'hui ma capacité d'agir, va faire beaucoup plus de différence que d'essayer de convaincre quelqu'un de voici les arguments pour une citoyenneté X, Y ou Z. Donc, notre sentiment d'allégeance, notre sentiment d'appartenance, il est directement relié à notre capacité de recevoir ce que le monde a à nous donner. Donc, je vais être capable de recevoir et de donner autrement, dépendamment de mon degré de conscience. Et je crois que c'est un exemple typique de, voici, moi, je suis rendu au niveau de, le nationalisme, c'est ce qui me convient. Et ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de voici où je suis rendu dans mon propre cheminement, sachant que, la bonne nouvelle, il y a toujours possibilité de développement. Merci, Marquis. Je vais me permettre, même comme animatrice, je ne suis pas supposée de commenter le contenu et tout ça, mais je vais me permettre juste un petit commentaire sur, Marquis, quand vous dites l'importance de la conscience, nous, à l'ACOCI, on a développé un cadre de référence en éducation à la citoyenneté mondiale et on parle de viser, en termes de transformation, de viser des changements à 3 niveaux. Des changements personnels, donc qui touche beaucoup ce que vous dites, des changements relationnels avec nos relations avec d'autres personnes et la planète, et des changements structurels qui sont donc les grosses questions de système de racisme, sexisme et tout ça. Fait que c'est intéressant parce qu'il y a nécessairement une dimension personnelle, relationnelle. On ne peut pas juste travailler sur le structurel ou juste sur le personnel. Bref, c'était mon petit grain de sel avant de relancer la parole. Donc, à Myriam pour des mots de la fin, de répondre à ce que vous pouvez dans toutes ces réflexions. Oui, alors merci. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réflexions, donc je ne sais pas si je vais tout prendre. Peut-être effectivement sur un des extraits de ce que vous avez dit sur est-ce que citoyenneté mondiale est le bon terme? Moi, j'ai l'impression qu'il peut induire, et c'est qu'une impression, hein, ce n'est pas l'analyse poussée des corpus, mais qui peut induire une peur parce qu'il y a cette peur de la perte du local et que
comme on évoquait tout à l'heure, les résistances. La résistance, elle n'est pas forcément contre les objectifs mondiaux, globaux, contre la compréhension des interdépendances, mais l'appartenance locale, je pense qu'elle est comme un arbre qui a besoin de racines et que ces racines lui permettent d'aller se développer. Et donc, c'est un peu peut-être cette peur de se dire, mais si on me coupe mes racines, de toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être ce côté peur. Et après, je vous rejoins totalement sur le fait que dépasser le concept pour s'intéresser aux engagements, pour s'intéresser à la compréhension des interdépendances. Vous avez parlé d'antiracisme, de multiculturalisme. Et là, je vous rejoins absolument sur le fait que des fois, le concept est porteur. Parce que je pense que le concept de citoyenneté mondiale, même s'il y a des résistances, évidemment, il est quand même porteur. Il va relancer des objectifs qui peuvent être apparentés à des objectifs liés aux approches interculturelles de l'éducation, à ce qu'est l'antiracisme, au développement durable. Mais voilà, ça va refaire bouger, on va dire, les sphères éducatives. Et donc, en ce sens-là, c'est porteur. Donc voilà, c'est mon petit mot de la fin. Merci. Et juste avant de donner le mot de la fin à Jacques-Philippe, je voulais juste dire, j'ai eu une question à savoir si la présentation PowerPoint de Marquis Bureau serait partagée également. Et Marquis m'a informé que ça a été transmis, il vient de le transmettre aux organisateurs du symposium, donc peut-être donner un peu de temps, mais ça devrait être mis. Donc, normalement, je pense parler de China sur le site web et après... donc, vous pourrez le trouver peut-être la semaine prochaine. On va leur donner une journée ou deux de pause après le symposium pour tout mettre ça à jour. Alors, Jacques-Philippe, donc le mot de la fin de votre part. Bien, merci pour cet honneur que vous faites de clôturer. Oui, si la citoyenneté mondiale est ouverte à la diversité, je ne pense pas que 240 langues serait un problème, mais nous savons très bien qu'une langue, ce n'est pas seulement un moyen de communication entre les personnes qui la parlent. La langue a une dimension politique parce qu'on parle la langue du dominateur. Elle a aussi une dimension historique. Je dis politique parce que, vous voyez, nous avons une organisation de la francophonie. Nous qui sommes bilingues, on a longtemps hésité. Est-ce qu'il fallait appartenir au Commonwealth, à la francophonie? Finalement, comme on a des problèmes avec personne, nous faisons partie des deux. On a le Rwanda qui a basculé dans l'anglophonie. Si vous parlez français au Rwanda en ce moment, c'est que vous n'avez pas compris que le monde a changé. Hein. Et même au niveau national, même si nous avons 240 langues, en général, il y a des regroupements de langues. Si je prends par exemple le Nord où à peu près tout le monde parle le Fulfulde, mais on a quand même des concitoyens, des compatriotes de l'extrême Nord qui estiment que le Fulfulde est la langue des musulmans qui les ont repoussés vers les montagnes. Vous voyez, donc nous pensons qu'il faut tout simplement un dialogue entre toutes ces diversités et que la langue renvoyant aussi à une certaine identité, que cette identité ne soit pas dissoute par l'hégémonie ou la suprématie d'une locution particulière dominante. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Merci beaucoup. Avant de clore, et merci à tout le monde pour votre participation, vos questions. Avant de clore, je veux souligner ce qui est dans le chat. Donc, à la fois, il y a des formulaires d'évaluation qu'on vous invite à remplir. Et il y a les deux, ce qu'on appelle des framapads. L'idée des framapads, c'est imaginer que nous sommes physiquement à un symposium en personne et qu'il y a des babillards. Le premier babillard, c'est vraiment si vous avez des ressources à partager ou des commentaires que vous voulez émettre dans la langue de votre choix, bien, vous allez sur ce premier babillard-là. Et le deuxième, c'est si vous avez des idées de projets, d'actions, d'éléments de suivi du symposium que vous voulez partager. Donc, on vous suggère d'aller les inscrire sur ce deuxième Framapad. Et il y a la happy hour aussi qu'on annonce. Donc, à 15h30 aujourd'hui, vous cliquez sur ce lien-là. Je pense que c'est 15h30, c'est ça? Vous cliquez sur ce lien-là pour prendre un verre virtuel de l'eau Perrier ou le boisson de votre choix que vous aurez chez vous, plus informellement avec d'autres personnes qui assistent au symposium. On a essayé
reproduire le mieux qu'on peut les choses intéressantes qui se perdent des fois par le virtuel. Et aussi vous rappeler que la journée de demain va être une journée un peu différente où on va avoir des ateliers vraiment pour travailler sur on n'ose pas dire qu'on va faire une synthèse des 5 jours parce que ça serait trop impossible, mais quand même un bout pour essayer de regarder en plénière, entre autres, un peu les enjeux principaux qui ont été soulevés durant la semaine. Regarder aussi en atelier des suggestions pour des solutions potentielles et des pistes d'action de suivi. Donc, vous êtes invités aussi demain si vous n'êtes pas inscrit. Donc, merci à Marquis Bureau, à Myriam, à Jacques-Philippe, Myriam Radouane et Jacques-Philippe Salat-Sala donc pour vos présentations et merci à tout le monde de votre participation. Et sur ce, on vous enverrait en pause de 15 minutes avant votre prochaine activité. Alors, merci tout le monde. Merci beaucoup. Salut tout le Et monde. merci aussi à Gina, Paul, bye bye.